Sur l'île de Crète dans le sud de la mer Égée, où des montagnes calcaires plongent abruptement dans la mer et où des oliveraies recouvrent les pentes inférieures, les ruines de palais se dressent depuis 35 siècles. Le manuel vous dira que ces œuvres étaient celles de la première grande civilisation d'Europe, une brillante culture de l'âge du bronze, les bâtisseurs de Knossos. Les peintres de dauphins et de taureaux sauteurs le peuple qui aurait soi-disant semé les graines de la civilisation grecque elle-même. Pendant plus d'un siècle, telle fut l'histoire, le premier chef-d'œuvre de l'Europe. Puis, l'ADN ancien fut extrait d'ossements minoens scellés dans des grottes funéraires et des tombeaux à flanc de collines. Lorsque les résultats furent obtenus, les fondements de cette histoire, telle qu'on la connaissait depuis toujours, s'effondrèrent. Les Minoens n'ont jamais été ceux que l'Europe a prétendu et la lignée qui a bâti Knossos n'a pas disparu à l'âge du bronze. Elle a toujours été présente sur la même île invisible à la vue de tous. Pour comprendre ce que l'ADN a remis en question, il faut d'abord comprendre ce qu'il remettait en question. Et cela signifie revenir à une civilisation qui, pendant près de 1000 ans, a été ce qu'il y avait de plus sophistiqué dans toute la mer Égée. La Crète se situe à l'extrémité sud de cette mer, longue de 257 km et compte parmi les plus grandes îles de la Méditerranée. L'agriculture y était pratiquée depuis au moins 700 ans avant Jésus-Christ. Puis vers 30 avant Jésus-Christ, la situation changea. Les villages commencèrent à se développer. La campagne se remplit de fermes et de bergeries. Vers 1900 avant Jésus-Christ, la ville de Knossos comptait environ 17 habitants. À l'apogée de la période palatiale, peut-être 40 zéros. Ils construisirent de grands palais, plus d'une demi-douzaine. Des complexes à plusieurs étages avec des salles de banquet, des cours cérémonielles, une maçonnerie en pierre de taille empruntée à l'architecture royale égyptienne, des systèmes de drainage, des allées surélevées, des murs recouverts de fresques. Ils peignaient des dauphins, des pieuvres et des femmes en jupes à volants. Ils sautaient par-dessus des taureaux dans des scènes qui n'ont jamais été pleinement expliquées. Ils vénéraient des déesses avec des serpents enroulés autour de leurs bras. Ils écrivaient dans 2 écritures que personne n'a jamais lues. Ils expédiaient leurs vases caractéristiques à travers la Méditerranée orientale et des poteries minoennes ont été découvertes à Byblos, à Beyrouth et à Ugarit. Puis en 1900, un Anglais du nom d'Arthur Evans arriva. Il acheta la colline de Knossos, entreprit des fouilles et quelques années plus tard, annonçait au monde entier avoir découvert le berceau de la civilisation européenne. Il nomma ce peuple d'après le roi mythique Minos. Il reconstruisit les murs du palais en béton peint. Il réassembla les fresques selon ses propres goûts. Et il offrit au monde une histoire qu'il avait hâte d'entendre. Les premiers ancêtres sophistiqués d'Europe, la culture mère qui a façonné la Grèce classique, un peuple paisible, artistique et amoureux de la mer dont est issue la tradition occidentale. Ce récit s'est figé en une orthodoxie tout au long du 20e siècle. Les expositions muséales, les manuels scolaires et les ouvrages d'histoire populaire le reprenaient. Les Minoens premiers Européens, pierre angulaire de l'Occident. Le problème, c'est que presque chaque élément de ce récit a été construit avant même que l'on puisse déchiffrer les ossements, avant l'analyse de l'ADN ancien, avant le séquençage du génome entier, avant que quiconque n'ait extrait du matériel génétique d'un squelette crétois pour le comparer à celui des populations de 3 continents. La version présentée dans les manuels scolaires a été construite à partir de fresques d'architecture, d'une bonne dose de vœux pieux et des préoccupations personnelles d'un seul archéologue de l'époque édouardienne qui avait décidé de ce qu'il voulait trouver avant même de le trouver. Les ossements eux-mêmes sont restés dans leur grotte inexplorée pendant un siècle. L'analyse de l'ADN ancien consiste à extraire du matériel génétique de restes squelettiques enfouis dans le sol depuis des milliers d'années, à le séquencer en le comparant au génome moderne et à établir un portrait biologique détaillé de ces individus qui ils étaient, d'où ils venaient et comment ils étaient apparentés aux populations actuelles. C'est à tous égards une machine à remonter le temps fait d'ose. Pendant la majeure partie du 20e siècle, cela était impossible. La technologie n'existait pas. Les Minoens étaient étudiés à l'aide de fresques de tessons de poterie et des reconstitutions d'un archéologue édouardien guidé par ses propres idées préconçues. Les ossements eux-mêmes scellés dans leurs grottes funéraires et leurs tombes rupestres à travers la Crète restaient longtemps dans les tiroirs des musées largement inexploités. Puis, dans les années 2010, le séquençage de l'ADN ancien a atteint un niveau de précision permettant aux chercheurs d'extraire du matériel génétique exploitable à partir de squelettes crétois de l'âge du bronze. Cette étude novatrice a été publiée dans la revue Nature en 2017, s'appuyant sur des travaux ayant permis de retracer d'anciens génomes en Crète, en Grèce continentale et dans le sud-ouest de l'Anatolie.
La question qui a guidé la recherche était simple: d'où venaient réellement les Minoans? Des travaux antérieurs sur l'ADN mitochondrial avaient suggéré des liens avec des populations d'Europe occidentale et septentrionale, ce qui aurait parfaitement corroboré la théorie d'Evans. Les premiers Européens descendaient d'une souche européenne, puis les résultats du séquençage du génome entier sont arrivés. Les Minoans n'étaient pas une population ayant migré vers le sud depuis l'Europe. Leur profil génétique indiquait sans ambiguïté une origine orientale. Environ les 3/4 de leurs ancêtres provenaient des premiers agriculteurs néolithiques d'Anatolie et du Levant. Les mêmes populations agricoles qui avaient diffusé l'agriculture au Proche-Orient 9-0 ans plus tôt. Les autres descendaient de populations originaires du Caucase et d'Iran, portant des traces de leur migration vers l'ouest à travers l'Anatolie au cours des millénaires suivants. Il n'y avait pas de souche fondatrice européenne. Rien n'indiquait l'existence d'une population s'étant développée isolément sur une île reculée. Les bâtisseurs de Knossos, les peintres des dauphins, les auteurs de l'écriture linéaire, les exportateurs de vases de Crète à Ugarit n'étaient pas une population européenne. Il s'agissait d'une population du Proche-Orient ayant traversé la mer Égée lors de l'expansion néolithique et s'étant installée sur une île qui devint au fil des millénaires le berceau de l'une des civilisations les plus sophistiquées de l'âge du bronze. Le manuel scolaire décrivait le premier chef-d'œuvre de l'Europe. L'ADN décrivait une population du Proche-Orient installée sur une île européenne. Arthur Evans n'avait pas découvert le berceau de la civilisation européenne. Il avait découvert l'extrémité occidentale d'un monde proche-oriental qui avait traversé la mer Égée pendant des millénaires avant la pose de la première pierre de Knossos. Et la question qui s'ensuivit était celle qu'Evans n'avait jamais été en mesure de poser. Si les Minoans n'étaient pas européens, qui étaient-ils exactement et avaient-ils vraiment disparu? Une fois la piste génétique orientée vers l'Est, le reste des preuves a commencé à s'éclaircir. Les premiers habitants humains de Crète datant d'au moins 7-0 avant Jésus-Christ étaient des agriculteurs. Ils vivaient dans de petits villages le long de la côte et dans la fertile plaine de Messara. Ils cultivaient du blé et de l'orge. Ils ont apporté avec eux la chèvre de montagne anatolienne et l'ancêtre de la chèvre sauvage crétoise. Des études génomiques ont montré qu'elle partageait un groupe fondateur avec les Grecs du continent, dont les origines se situaient en Anatolie et au Levant. L'ADN ne révélait rien de nouveau. Il confirmait ce que le sol et les semences indiquaient depuis des décennies. Puis vinrent les empreintes culturelles. Les styles de poterie de la Crète ancienne avaient des racines anatoliennes. Les pratiques funéraires apparues le long du littoral vers 2100 avant Jésus-Christ comprenaient des tombes assistes cycladiques, des sépultures en pithos anatolienne et des cercueils de style égyptien appelés larnax. De nouvelles vagues de migrants arrivaient de toute la Méditerranée orientale, déposant leurs traditions funéraires directement dans les archives crétoises. Puis vint l'architecture. La maçonnerie en pierre de taille des grands palais, le parement en pierre taillée, avec précision qui donnait à Knossos et Phaistos leur grandeur, était directement inspiré des traditions architecturales royales égyptiennes. Les systèmes administratifs, les bureaucraties basées sur les sceaux, le stockage centralisé et la redistribution des produits agricoles ont tous été empruntés à la Mésopotamie et au Levant. Puis vinrent les dieux. Les cornes de consécration qui ornaient les toits de chaque sanctuaire minoen, symbole le plus fréquemment utilisé pour marquer un lieu sacré à travers l'île, tirent leur origine d'une icône égyptienne et mésopotamienne représentant les deux sommets d'une montagne sacrée. La pratique minoenne du culte dans des sanctuaires de sommet, consistant à ériger des autels sur la plus haute montagne visible de chaque vallée, reflétait la croyance orientale selon laquelle les dieux se réunissaient au sommet des montagnes. Les célèbres déesses serpents découvertes à Knossos, ces figures aux seins nus vêtues de corsets serrés et avec des serpents enroulés le long de leurs bras arboraient une iconographie qui, selon les historiens, témoigne d'une importante influence syrienne. Les élites locales de Knossos s'inspiraient directement des modèles religieux du Proche-Orient pour rehausser leur propre statut. Puis vint le commerce. Le cuivre, le plomb, l'argent, l'or et l'étain, les métaux qui ont bâti l'âge du bronze affluaient en Crète depuis la Syrie, l'Égypte et le Levant. Des vases minoens ont été découverts à Byblos, Beyrouth et Ugarit, témoignant d'une évolution inverse. Des motifs égyptiens ont été empruntés pour la confection d'amulettes et de sceaux. 3 types de preuves indépendants convergent vers la même conclusion génétique, architecturale et religieuse. Les Minoans n'étaient pas une population européenne qui s'était développée de manière isolée sur une île reculée.
Il s'agissait d'une population du Proche-Orient qui avait transporté sa langue, ses dieux, ses traditions architecturales et ses systèmes bureaucratiques à travers la mer Égée au cours du Néolithique, puis avait synthétisé ces traditions importées pendant des milliers d'années pour en faire quelque chose de véritablement original. L'originalité était indéniable. L'origine européenne, en revanche, ne l'était pas. Le labyrinthe de Knossos n'a pas été construit par des Européens, mais par des peuples dont les ancêtres avaient quitté l'Anatolie. Vers 1600 avant Jésus-Christ, le monde minoen fut frappé par une catastrophe à laquelle il n'avait aucun moyen de se préparer. Le volcan de l'île de Terra, situé à 110 km au nord, est entré en éruption provoquant l'une des plus importantes éruptions volcaniques de l'histoire de l'humanité. Des séismes et des tsunamis ont ravagé la côte nord de la Crète. Une couche de cendres riche en silice et en fluor de 5 à 15 cm d'épaisseur a recouvert l'île, détruisant les récoltes et le bétail, empoisonnant les sources d'eau et provoquant une famine aiguë. Des milliers de Minoens périrent. Les villages furent abandonnés ou reconstruits à plus petite échelle. Les réseaux commerciaux qui acheminaient les vases jusqu'au Levant commencèrent à s'effriter. La culture minoenne perdura, mais sous une forme amoindrie, plus réduite en ampleur et en richesse. C'est dans ce vide qu'émergea une puissance restée indemne après l'éruption. Les Grecs mycéniens du continent avaient développé leur propre culture guerrière d'élite avec des chars, des armes et une tradition funéraire militaire totalement différente de tout ce qui existait en Crète. Vers 1450 avant Jésus-Christ, les palais de Crète furent incendiés. Phaistos tomba, Malia tomba. Les somptueuses demeures de Knossos furent rasées. Knossos subsista mais réduite à néant. Des murs de pierre grossière rafistolaient les pièces restantes. La splendeur avait disparu. La langue administrative du palais a changé. L'ancienne écriture linéaire A a disparu des archives. Elle a été remplacée par le linéaire B, l'écriture que le linguiste anglais Michael Ventris déchiffrerait finalement en 1952. Le linéaire B était une forme ancienne de grec. Les noms des divinités grecques commencèrent à apparaître sur les tablettes Poséidon Zeus. Les pratiques funéraires changèrent également. Les nouvelles tombes se remplissaient d'armes et d'armures, de récipients pour boire et d'objets de toilette. Les sépultures de guerriers d'une culture militariste dans une région qui auparavant honorait ses morts de fresques et de sceaux. Les Mycéniens avaient pris le pouvoir. Ils n'ont pas exterminé les Minoens, mais les ont dominés politiquement. La population minoenne continua de vivre sur l'île sous une élite dirigeante mycénienne parlant une langue qui allait progressivement disparaître et vénérant des dieux qui allaient être peu à peu absorbés par le panthéon grec. Le style artistique perdura un certain temps. La céramique de style marin, avec ses représentations dynamiques de pieuvres et de dauphins ornant la surface de chaque vase, atteignit son apogée juste avant la chute des palais. Les offrandes votives minoennes se poursuivirent dans les sanctuaires les plus importants et les grottes sacrées. Les cimetières minoens traditionnels restèrent en usage pendant des générations. Puis survint l'effondrement de la fin de l'âge du bronze au 12e siècle avant Jésus-Christ. Le climat se refroidit. La sécheresse se répandit sur la Méditerranée orientale. Les peuples de la mer pillèrent les côtes de l'Anatolie à l'Égypte. Le système palatial mycénien s'effondra dans toute la mer Égée, entraînant la Crète dans sa chute. Le Moyen-Âge grec commença. Au début du 11e siècle avant Jésus-Christ, les Minoens semblaient avoir complètement disparu. Leur langue s'était évanouie. Leurs palais étaient vides. Leurs dieux avaient été assimilés. Leur identité s'était fondue dans le monde grec. Ce fut la fin classique pendant 3 ans. Et comme le cadre européen, il s'est avéré erroné. La découverte qui a renversé ce récit de disparition provient de la même source qui avait renversé le cadre européen, l'ADN ancien. En 2013, une équipe de chercheurs dirigée par le généticien George Stamatoyiannopoulos a publié une étude dans Nature Communications. Ils avaient extrait l'ADN mitochondrial de restes squelettiques minoens trouvés dans des grottes funéraires du plateau de Lassiti, un bassin de haute altitude du centre-est de la Crète situé à plus de 1,0 m au-dessus du niveau de la mer. Ils ont séquencé les échantillons anciens. Ils les ont ensuite comparés à la population moderne vivant aujourd'hui sur le même plateau. Les individus vivant les plus proches génétiquement des Minoens de l'âge du bronze ont été découverts parmi les villageois actuels de Lassiti et non en Grèce continentale, en Italie ou ailleurs en Europe. Il s'agit des mêmes villages de montagne qui surplombent les mêmes grottes où les ossements de l'âge du bronze ont été enfouis. Les descendants des bâtisseurs de Knossos n'ont pas disparu. Ils n'ont pas été absorbés au point d'être méconnaissables.
Ils n'ont pas été dispersés à travers la Méditerranée par l'effondrement de la fin de l'âge du bronze. Ils s'étaient réfugiés dans les montagnes lorsque les plaines s'étaient effondrées, s'étaient installés dans des villages d'altitude, avaient cultivé les mêmes sols pendant 3 ans et portaient en eux les mêmes lignées maternelles qui avaient été déposées dans les grottes funéraires de leurs ancêtres de l'âge du bronze. Une analyse plus globale l'a confirmé. L'étude génomique de 2017 a révélé que la population crétoise moderne descend en grande partie du même substrat de l'âge du bronze qui a donné naissance aux Minoennes et aux Mycéniens. La trace minoenne n'avait pas disparu. Elle s'était intégrée à la population qui peuple encore l'île. La continuité culturelle avait toujours été là, cachée à la vue de tous. Les offrandes votives de style minoen ont persisté dans les grottes sacrées et les sanctuaires urbains bien après la période post-palatiale. Les cimetières minoens traditionnels restèrent en usage pendant des générations après la chute des palais. Les figures religieuses minoennes furent directement intégrées au panthéon grec. La déesse Artémis porte les marques d'une ancêtre minoenne. La tradition classique des nymphes des montagnes remonte aux sanctuaires crétois perchés sur les sommets. Hérodote rapporte que les Spartiates eux-mêmes croyaient que leur conseil des anciens, la Gérousie, était originaire de Crète. L'effondrement du système palatial minoen ne fut pas la disparition d'un peuple. Il s'agissait d'une transformation politique et culturelle qui laissa la population en place. Le récit scolaire interprétait la fin des palais comme la fin des minoennes. L'ADN a démontré le contraire. La lignée qui a bâti Knossos s'est réfugiée dans les montagnes, a traversé le Moyen Âge, l'âge du fer, la période classique, la conquête romaine, les siècles byzantins, l'occupation vénitienne, la domination ottomane et a émergé à l'ère moderne, toujours enracinée dans les mêmes villages des Hautes-Terres, au-dessus du même plateau où leurs ancêtres de l'âge du bronze avaient enterré leurs morts. Les Minoennes n'ont jamais disparu. Ils n'ont même jamais été cachés. Ils étaient exactement là où ils avaient toujours été. Ce que l'ADN a remis en question est loin d'être anodin. L'idée que les Minoennes aient été la première grande civilisation d'Europe au sens biologique du terme ne tient plus. Il s'agissait d'une population du Proche-Orient installée sur une île européenne. Le berceau de la civilisation européenne, si tant est que cette expression ait encore un sens, reposait sur des fondements qui s'étaient déplacés vers l'ouest à travers la mer Égée, depuis l'Anatolie et le Levant durant le Néolithique. L'emprunt s'est fait dans l'autre sens, contrairement à ce qu'Evans avait imaginé. Les Minoennes n'ont pas légué à l'Europe sa première culture sophistiquée. Ils ont importé une culture sophistiquée d'Orient et l'ont synthétisée en une culture nouvelle sur le sol crétois. L'originalité de leur construction est incontestable. En revanche, la provenance qu'en a donné Evans l'Est, ce que l'ADN a confirmé, est tout aussi important. La contribution minoenne à la civilisation grecque ultérieure est réelle, mais elle a emprunté un chemin différent de celui décrit dans les manuels scolaires. À travers l'assimilation par les Mycéniens des figures religieuses minoennes, à travers la continuité ininterrompue des populations sur l'île, à travers les fils qui se sont tissés dans le panthéon grec, la langue grecque et la tradition littéraire grecque, le mythe du roi Minos, le labyrinthe, le Minotaure. Il s'agissait de souvenirs grecs d'une civilisation qui n'avait jamais vraiment disparu réfractée à travers 3 ans d'histoire héritée. Il y a ensuite Evans lui-même, un homme qui a commencé les fouilles de Knossos avec une thèse déjà en tête, un homme qui a reconstitué les murs, les fresques et les figurines selon ses propres idées préconçues édouardiennes sur la maternité, la royauté et la civilisation européenne. Un homme dont la célèbre fresque du roi prêtre a été assemblée à partir des fragments de 3 figures distinctes parce qu'il avait décidé à quoi la figure devait ressembler avant même de la trouver. Un homme dont la perte précoce de sa mère, selon les chercheurs, aurait pu influencer sa conviction que les Minoennes vénéraient une unique déesse mère dominante. L'histoire minoenne a été déformée pendant un siècle par les hypothèses de celui qui a mis au jour les sites. L'ADN ancien a permis de la rétablir. Les villageois du plateau de Lacetie mènent aujourd'hui une vie moderne et ordinaire. Ils cultivent de la terre, élèvent du bétail et travaillent le même sol des hauts plateaux que leurs ancêtres ont cultivé pendant 3 ans. La plupart d'entre eux n'ont aucune raison particulière de se considérer comme les héritiers génétiques des sauteurs de taureaux et des prêtresses de la déesse Serpent. Mais la science le prouve. La lignée qui a bâti Knossos est toujours vivante. Elle a résisté à l'effondrement des empires, à l'essor et au déclin des langues, à l'assimilation des dieux, à la réécriture de l'histoire par des archéologues étrangers, et elle est toujours là. Dans les mêmes villages, sur le même plateau, au-dessus des mêmes grottes où furent enterrés les ossements qui ont finalement révélé la vérité.
Le véritable mystère des Minoans ne réside ni dans leur identité ni dans leur destination. Le véritable mystère est de comprendre comment une civilisation a pu subsister sous nos yeux pendant 3 ans et être considérée comme perdue. Une civilisation revendiquée par l'Europe alors que ses descendants arpentaient un plateau méditerranéen. Un peuple a disparu alors qu'il cultivait les mêmes champs d'altitude et allumait des bougies dans les mêmes grottes de montagne que ses ancêtres 3 ans plus tôt. Les Minoans n'étaient pas le premier chef-d'œuvre de l'Europe. Il s'agissait d'une population du Proche-Orient installée sur une île européenne, construisant quelque chose d'original sur des fondations importées d'Orient. Et lorsque leurs palais s'écroulèrent, que leur langue disparut et que leurs dieux furent absorbés par un panthéon étranger, les Minoans firent ce que tous les peuples ont toujours fait face à la fin de leur monde, ils se réfugièrent sur les hauteurs et attendirent que le pire se produise. L'ADN ancien n'a pas permis de redécouvrir les Minoans. Cela confirmait ce que les ossements des grottes révélaient depuis toujours, sauf pour les hommes venus plus tard qui décidèrent que l'histoire devait se terminer. La lignée qui a bâti Knossos est toujours là. Elle n'est jamais partie.